Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Luboya Moukadi-Kaba, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République démocratique du Congo Europe, de Fabrice Galima, maire adjoint de Boissy-Saint-Léger, de notre éditorialiste Alfred Chango. Et tout de suite dans l'actualité économique, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed en visite au Niger a présidé le forum économique tuniso-nigérien. Plus de 100 entreprises et opérateurs économiques tunisiens ont participé à cette rencontre. Il a notamment été question de l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alize Mokhtar. À la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires, le Premier ministre tunisien était à Niamey ce lundi 4 avril 2017. Ce déplacement de Youssef Chahed entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales existantes entre les deux pays. Un forum économique tuniso-nigérien est organisé à l'occasion. Une rencontre de réseautage qui a permis aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des relations d'affaires et de définir des opportunités d'investissement. C'est l'occasion pour nous aussi de nouer des protocoles entre les patronats tunisiens et la Chambre de commerce et la Chambre de Tunisie et les CEPEX qui s'occupent des exportations. Ça aussi, ça nous permet derrière d'encadrer nos hommes d'affaires et de les assister dans les cadres de leurs affaires dans les pays, dans les différents pays. Et aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne opportunité. Tout à l'heure, il y a les B2B qui commencent déjà entre les hommes d'affaires. Et c'est l'occasion, en tout cas, pour eux de nouer des relations commerciales ou plutôt de faire des joint ventures et pourquoi pas installer des industries au Niger. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne sont trop faibles selon les analystes. La Tunisie entend donc saisir l'occasion pour diversifier ses marchés, mais aussi ses partenaires, afin de booster ses échanges sur le continent. Plus de 110 hommes d'affaires tunisiens ont pris part à ce forum. Au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des BTP, bâtiments et travaux publics, nous avons quand même des sociétés qui sont de renommée internationale et qui pourraient apporter un plus au développement du Nigeria win-win. Nous avons beaucoup d'expériences tunisiennes au niveau de la santé, au Niger ici. Donc les relations, en fait, on est là pour renforcer et pour donner un coup de pouce à cette coopération qui reste en deçà des amitiés et des relations politiques entre nos deux pays. Avec près de 400 millions d'euros en 2016, les échanges entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne représentent une part modeste de son commerce global, mais connaissent une dynamique favorable. Ce forum tunisio-nigérien ouvre pour ces deux pays des opportunités d'affaires dans plusieurs secteurs tels la santé, les finances, les industries, mais aussi les cabinets de formation. Alfred, à l'instar du Maroc, de l'Algérie, la Tunisie est également en train d'enclencher une stratégie africaine, économique africaine. Je pense, Fanny, que la Tunisie sort d'une longue période de troubles et de crise qui fait effectivement que elle n'a pas pu effectivement prendre sa part dans cette dynamique que le Maroc et le souverain chérifien essaient de déployer pour la coopération sud-sud ou nord de l'Afrique et sud de l'Afrique. Mais si on met de côté le fait justement de cette crise qui est survenue après la révolution du jasmin, ce qu'il faut voir effectivement, cette coopération elle est très timide, pas seulement entre la Tunisie et le Niger et la Tunisie, mais avec le reste de l'Afrique. Et donc là, effectivement, il s'agit de réenclencher la dynamique qui a commencé pour permettre justement à ce qu'il y ait une meilleure déjà connaissance entre les entrepreneurs nigériens et les entrepreneurs tunisiens pour voir quels sont les secteurs porteurs, les secteurs communs, où les exportations et importations peuvent être organisées entre les deux pays. Et c'est vrai que pendant longtemps, la coopération entre la Tunisie et le Niger, mais avec le reste de l'Afrique, était une coopération scolaire ou universitaire. Beaucoup de jeunes ont été formés dans les écoles, dans les universités tunisiennes, mais il n'y avait pas vraiment cette dynamique économique vers le sud. Et donc là, c'est une opportunité pour les deux pays d'enclencher justement cette nouvelle dynamique là, commerciale et économique. Oui, je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir une coopération au niveau de l'Afrique, d'autant plus qu'on a souvent cette
cette coupure entre le Maghreb et puis l'Afrique noire, on va dire. Ouais. Et donc, quand il y a des échanges, c'est des choses qu'il faut encourager en espérant que ça continue, d'autant plus qu'il y a le Maroc qui a fait son retour dans l'Union africaine. Donc, c'est des signes positifs pour le développement de l'Afrique. Donc, voilà. Alfred, qu'est-ce que la Tunisie vient chercher au Niger? Je pense que, au regard des difficultés que la Tunisie a connues, mais qui a en commun avec le Niger de souffrir justement de ces mouvements djihadistes terroristes, il y a là, j'allais dire, un tropisme tout à fait naturel. Qu'est-ce que la Tunisie vient chercher? C'est justement des opportunités de marché pour ces entrepreneurs. On sait aujourd'hui que la croissance économique tunisienne est en train de repartir tout doucement. Les prévisions sont à 2,7 de croissance. Et donc, il y a des opportunités sur le terrain. La présidente de la Chambre de commerce a parlé du côté des potentialités en termes de santé, mais il y a l'agriculture qui est aussi un secteur où il y a une expertise tunisienne. Il y a l'énergie aussi. L'énergie, où il y a aussi une expertise. Et donc là, il y a cette possibilité de marché, d'autant que le gouvernement nigérien a aussi mis en place un code assez libéral, à libéraliser le marché économique pour permettre justement cette fluidité-là. Merci. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, en dépit du recul des prix sur les marchés internationaux, le chiffre d'affaires du secteur minier a augmenté de 25% en 2016. Raison principale, la hausse de la production, mais aussi la reprise des exportations de minerais. Deogratias Podo. Depuis l'adoption en 2014 d'un nouveau code minier censé attirer les investisseurs, le secteur minier de la Côte d'Ivoire semble avoir le vent en poupe. À partir de 2015, les autorités ont octroyé près d'une cinquantaine de nouveaux permis de recherche, la majorité portant sur l'exploration aurifère. Selon de récentes estimations, les recettes totales générées par le secteur minier ivoirien sont dans l'ordre de 35 milliards de francs CFA, en hausse de 16,5% comparativement à 2015. La Côte d'Ivoire a toujours eu énormément de ressources minières. Un pays qui veut avoir une transformation structurelle de l'économie est obligé de passer d'une économie de rente à une économie de production, à une modification de comportement. Donc cette transformation va faire qu'on va essayer de produire plus et sur le terrain qui nous permettra justement de dégager plus de valeur ajoutée. Malgré la chute des cours des minerais et des métaux sur le marché international, les revenus miniers sont en forte hausse en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut donc y accorder une attention particulière. Le chiffre d'affaires déclaré par le secteur minier est de 483,69 milliards de francs CFA en 2016 contre 479,22 milliards de francs CFA en 2015. La production d'or est fortement encouragée. Elle a atteint 25 tonnes en 2016 contre 23,5 tonnes en 2015 et 20 tonnes en 2014. La politique minière, la politique industrielle sont des vecteurs de la transformation structurelle de l'économie. C'est passer d'une économie donc, qui exploite à une économie qui transforme sur place. Il ne faut pas qu'on soit euphorique ou qu'on s'encadre dans des taux qui sont des satisfecits. Dans la nouvelle politique du gouvernement, avec l'intégration d'un certain nombre de choses, il est extrêmement important de renforcer la gouvernance. Depuis 2014, le gouvernement ivoirien entreprend des initiatives pour porter à 5% la part du secteur minier dans le produit intérieur brut du pays au plus tard en 2020. Un nouveau code minier a été promulgué avec pour objectif d'assurer davantage de revenus à l'État, de garantir aux opérateurs privés une rentabilité de leur exploitation et à la population des retombées socio-économiques afin d'améliorer leurs conditions de vie. Alfred, ces bons résultats du secteur minier, on les doit principalement à l'adoption du code minier? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation justement de la production, donc de l'exploitation. Il y a l'ouverture des nouvelles mines d'or et des possibilités de prospection qui sont assez importantes. Évidemment, le code minier vient apporter un plus justement à cette libéralisation, à cette ouverture-là. Simplement, la difficulté est de sortir de l'économie, mais de la production et de l'exploitation à l'économie de transformation.
parce que, comme dans tous les pays producteurs ou exploitant ces matières premières, sont sujets justement à des fluctuations du marché international. Alors, la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir un secteur agricole qui est très puissant, qui porte toute l'économie, un secteur des hydrocarbures qui n'est pas mauvais, et puis des ports qui n'est pas mauvais non plus. Et c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, l'apport de l'industrie minière est encore assez timide, puisque c'est 2% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc, l'idée est d'augmenter cette production-là, mais il faut ne pas, j'allais dire, tout concentrer sur ce secteur-là et continuer à exploiter les secteurs les plus porteurs, c'est-à-dire l'agriculture. Oui, Fabrice Galima. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Mais ce qui est le plus important, c'est à qui profite cette richesse. Si c'est juste d'avoir effectivement une augmentation de la production, avec une population qui toujours dans des conditions, qui vit toujours dans des conditions qui ne sont pas acceptables, je ne vois pas trop l'intérêt. Je crois même qu'à la fin du reportage, on a vu c'était des enfants qui comment dirais-je, qui travaillaient pour comment dire, extraire ces minerais. Donc on peut se réjouir de l'augmentation de la production, mais il faut surtout faire un vrai travail pour que toutes ces richesses puissent réellement profiter au peuple de ces pays-là. C'est vrai, il y a cette question de la redistribution, de la croissance, de l'augmentation de la production, mais il y a aussi le problème justement de la mise en place des structures performantes pour éviter justement de se retrouver dans cette situation-là. On a vu en Bujimaï, à l'époque, c'était l'exploitation artisanale du diamant, et puis après, on a installé des dragueurs qui ont permis d'augmenter la production, de sortir, même si par ailleurs, il y a encore des trafiquants qui travaillent à leur compte, comme ces jeunes qu'on a vus en train d'exploiter le diamant. Mais je pense que c'est l'industrialisation qui permet à minima de sortir de ce genre de difficultés. La redistribution n'est aussi possible que si les producteurs nationaux, locaux, sont aussi favorisés et pas seulement les investisseurs étrangers. Mais justement, est-ce que c'est permis de recherche? Oui, allez-y. C'est le problème le plus important. On avantage plus les investisseurs étrangers que les locaux. C'est un cas que nous déployons tous les jours en RDC, sur le commerce et sur l'industrie. Vous allez remarquer au jour d'aujourd'hui, sur le boulevard du 30 juin, où il y avait à l'époque des grands commerçants, il n'y a plus de Congolais. Vous voyez sur les commerces où nous avons nos bureaux, il n'y a plus de Congolais. Aujourd'hui, l'économie des Congolais est tenue par les étrangers. À l'arrivée de M. Kabila au pouvoir en 2001, il y avait 2 banques en RDC. Aujourd'hui, nous avons 22 banques. Et ces 22 banques sont des banques à l'appui aux étrangers. Nous sommes battus coréens pour qu'on nous restitue les petits commerces. On nous a restitué les petits commerces, c'est la même chose. C'est parti vers l'ouverture des frontières avec CAC et SADC, ce n'est pas normal. C'est un problème très très important, madame, j'ai allé l'évoquer, c'est très très important pour que les responsables politiques puissent comprendre dans quel marin ils doivent nous mettre. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le 5e et dernier volet de cette semaine consacré aux défis politiques de la République démocratique du Congo. Fabrice Galima, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Louboya Moukadi-Kaba, merci d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est un plaisir pour moi. Et Alfred, merci également. Ça a été un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau, Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices, une fois de plus. Merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.